Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur le ministre, Monsieur Leblanc, toutes les équipes. Je vais poursuivre dans la même lancée là, que mes collègues pour ce qui est du projet Polycor. Peut-être juste nous rappeler là, qu'est-ce qui a été fait comme contact, par qui, comment, quand, là, dans ce projet-là comme tel, depuis que le dernier a été avorté, on sait, là, dans toute la question du manquement à l'article 15 évoqué par la commissaire à l'éthique, tout ça, là, on n'est plus du tout dans les mêmes genres d'échanges qu'il y a eu avec M. Lapierrière? Deux mondes. En quoi c'est deux mondes complètement différents? On parle de notre projet. Premièrement, M. Lapierrière n'a eu aucune connaissance du projet qui est présentement, qui est annoncé aujourd'hui. Zéro connaissance. Il n'a eu aucun contact avec Investissement Québec. Il n'a eu aucun contact avec la société, ni avec moi. Donc, on parle de 2-3 fuseaux horaires de différence. Alors, focalisons sur la bonne nouvelle. On a protégé. Alors, c'est la fabulation médiatique et de l'opposition. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Il n'y a même pas d'apparence. Il n'y en a même pas. Mais donc vos échanges et les échanges d'IQ, tout ça, ont eu lieu directement avec... Essentiellement avec le viseur financier qui représentait la compagnie. C'est TD Securities qui menait le dossier et c'est avec eux que nos équipes sont intervenues à peu près tout au long du processus, à part ce qu'on appelle dans le jargon le management presentation, puis ce qui est un processus normal en situation d'investissement. Mais tout le processus est un processus on ne peut plus régulier, standard, où il y a l'agent du vendeur qui n'est même pas Polycor. C'est Torquest puis c'est Winchurch qui veulent vendre. C'est eux qui embauchent le conseiller financier. Et Monsieur Pérusse, il n'y a rien à décider là-dedans, à part de dire « je ne veux pas être partenaire avec tel ». Moi, je suis l'équipe de direction, avec mon équipe de direction, je détiens à peu près 6 % à la fin de la journée, 6-7 %. Je veux ou je ne veux pas être partenaire avec tel. C'est à peu près la seule chose qu'il peut dire au principal... Ma question, donc, il n'y a pas eu d'activité de lobbyisme effectuée? Zéro pin bar. Merci pour la précision. On a apporté à mon attention, en fait, je voudrais peut-être connaître les liens entre le ministère, là je suis dans le ministère, les liens entre le ministère de l'Économie et de l'Innovation et les universités et les centres de recherche pour le volet international. En fait, vu que les fonds de recherche, les 3 fonds de recherche, M. Quirion, qui est le scientifique en chef, et sont gérés par M. Quirion, par la force des choses, tout ce qui est centre de recherche des universités est financé par le ministère de l'Économie, de par sa responsabilité au niveau de la science. Alors, là, votre question, je vais être plus général que votre question, puis vous serez plus spécifique peut-être, oui. Mais toutes les fois qu'une université veut faire une chaire de recherche, veut faire un centre de recherche, j'ai annoncé à Trois-Rivières, par exemple, l'expansion du centre pour l'hydrogène, oui. C'est le MEI qui le finance. Les crédits sont donnés au MEI pour ce qu'on s'arrime avec M. Quirion et avec le développement économique en innovation. Donc, c'est le MEI qui est... Mais on consulte le ministère de l'Enseignement supérieur. Parce que si le ministère de l'Enseignement supérieur ne croit pas à la validité du centre de recherche pour le côté cursus universitaire, on ne le fera pas. Mais c'est nous qui débouchons les fonds. Parce que là, j'essaie de démystifier pour le volet international. Présentement, c'est beaucoup les établissements d'université puis les centres de recherche qui pilotaient des missions à l'international pour le volet recherche et innovation. Ouais. Et là, vous me voyez venir. Je pense qu'il y a une direction importante qui a été abolie sous votre ministère pour les accompagner dans ces missions-là. Peut-être me parler de la décision qui a été prise parce que ça n'a pas été connu vraiment et c'est très, je suis très à l'interne dans ce dossier-là, mais je pense que ça vaut la peine de connaître les... Puis il va peut-être demander à M. Barrett de réfléchir à ça, mais moi, je n'ai pas la réponse spécifique à votre question, sauf que je peux vous dire que M. Quirion, qui est notre scientifique en chef,
fait des missions économiques avec des chercheurs. Donc, dans ses budgets, lui, il y a des fonds pour faire des missions économiques et toutes les missions économiques du MEI ont été transférées chez Investissement Québec International. C'est M. Bolduc, le collègue de M. Leblanc, qui s'occupe de toutes les autres missions. Donc, M. Quirillon qui en fait, il y a M. Bolduc qui en fait, et les universités en font probablement déjà eux aussi. Alors, l'arrêt de financement auquel vous référez, là, je ne suis pas au courant du détail. Je ne sais pas si David... Je sais que c'était budgété dans les années précédentes, là, de la direction, une douzaine de postes, puis on était vraiment implantés dans toutes les régions du Québec. Là, on pense peut-être que ça a été centralisé chez Investissement Québec pour un certain volet lié plus aux start-up, mais qu'il y aurait un volet important dans la recherche et l'innovation qui n'a pas été transféré au ministère des Relations internationales, mais plutôt qui a été aboli. Puis là, on perd une expertise quand même importante. Je suis Mme Gébin, oui, de nous faire un consentement. Bien, il n'y a pas d'expertise qui est perdue. C'est juste que la direction, comme vous dites, c'était principalement des start-up qui étaient effectuées. Donc ça a été transféré chez Investissement Québec, mais l'ensemble du personnel a été conservé, pas été redistribué au ministère. Fait que c'est sûr que quand il y a une grosse partie du mandat qui est transférée chez Investissement Québec, bien, il n'y a plus besoin d'avoir une direction autonome, mais il y a quand même, ce volet-là est quand même conservé. Puis c'est fait en collaboration avec la mairie, avec Investissement Québec. Puis il y a les gens au ministère sont encore là. Donc, ça, c'est pour plus la partie start-up. Mais les gens qui faisaient le bout universitaire sont encore là aussi. Là. Mais c'est sûr que, comme le ministre le mentionnait, c'est pas des gens d'université n'ont pas besoin d'être accompagnés autant qu'une start-up quand ils vont. Fait que le gros mandat, c'était beaucoup la start-up. Là. Mais donc, les budgets qui étaient attitrés à la direction qui, là, perd une quinzaine d'employés, mais de ce que je comprends, ont été réaffectés. Est-ce que ce budget-là est conservé quand même à de la mission internationale puis à l'accompagnement de nos établissements universitaires et de recherche? Bien, comme je vous dis, c'était pas un gros montant. C'est conservé. Les postes sont maintenus. Il n'y a pas de postes qui ont été abolis, qui ont été redistribués. Puis, on conserve les budgets, puis c'est plus, plutôt que d'avoir une direction qui fait ça, c'est plus un fonctionnement qui est en collaboration avec différents joueurs au gouvernement. Là. OK. J'irai chercher, j'irai au fond des choses, puis je reviendrai avec des questions plus précises. J'aimerais en fait entendre le ministre de l'Économie. J'ai questionné plusieurs fois votre collègue ministre des Finances, mais j'aimerais avoir votre opinion sur ce sujet-là. En fait, les petites entreprises du Québec qui sont beaucoup imposées. Certaines d'entre elles ne se qualifient pas à la déduction aux petites entreprises. C'est un dossier que je suis de près parce que ça représente des grosses sommes pour des petites entreprises qui passent d'un taux d'imposition qui pourrait se situer entre 3-4 pour celles qui se qualifient à 11 comme si elles étaient des grosses business, des multinationales. Là. Et il y a eu un sondage de la FCEI qui dit que ces entreprises-là, ce qu'elles feraient en étant moins imposées, c'est d'abord et avant tout d'augmenter les salaires de leurs employés, de faire un peu plus de recherche et d'innovation, il me semble, dans les trois arguments qui ont été évoqués. Là, je cherche le troisième, mais tout ça pour dire qu'on freine un peu nos petites entreprises dans leur développement qui pourraient devenir, à la limite, des plus grandes entreprises, mais qui sont trop imposées. On parle d'environ 30... Les chiffres du gouvernement, c'est 33 000. La FCEI avait calculé peut-être un 35 000, 38 000. Est-ce qu'on va finir par faire quelque chose au gouvernement pour s'attaquer à cette injustice-là, cette iniquité-là fiscale qui touche à beaucoup de PME? La question de la compétitivité des PME est centrale à notre réflexion gouvernementale et mon collègue, le ministre des Finances, partage totalement mes vues sur ça. Par contre, il ne faut pas être étroit d'esprit dans le sens suivant. C'est que quand on focus sur une mesure, on peut argumenter que l'Ontario est mieux, mais quand on regarde des autres mesures, je vais donner un exemple, les crédits d'impôt. Les crédits d'impôt au Québec sont très généreux. Alors, avec mon collègue, parce que M. Vincent, il tape sous celui-là depuis 5 ans, c'est pas nouveau, là. Il est très single focus sur son affaire, là. Puis on l'écoute, on l'aime beaucoup, M. Vincent, là, mais en même temps, nous, on regarde plus large que ça. On regarde, est-ce que les entreprises québécoises innovent assez? Vous avez mentionné ça tantôt, vous avez absolument raison. Puis une des lacunes qu'on voit,
c'est que l'innovation en entreprise, il ne transcende pas assez. C'est pour ça que la SQRI, la Stratégie québécoise de recherche et d'innovation, que je vais annoncer le 19 mai, qui va être une stratégie costaude qu'on n'a jamais vue au Québec, va adresser les enjeux important d'avoir l'innovation au cœur de nos entreprises. Donc, de juste focaliser sur le taux d'impôt, les 5 500 heures, là, ça fait 4 ans que j'entends l'histoire. Là. Oui, il faut le regarder, mais il faut regarder d'autres choses. Les crédits d'impôt, au Québec, on est relativement riche. Et ce qu'on va faire avec M. Girard, avec le ministre des Finances, c'est qu'on va regarder, après la SQRI, comment on prend le pot de crédit d'impôt, comment on prend l'impôt qui est chargé aux corporations, et comment on ajuste ça pour s'assurer que les compagnies, les PME puissent avoir de l'argent pour investir. Ça pourrait être ça, ça pourrait être d'autres choses. Nous, on pense que ça va être d'autres choses. Mais le point important, c'est qu'il faut s'assurer qu'il y a un incitatif pour nos PME investir en innovation. Ça, je suis d'accord avec vous à 100%. Bien, je n'ai pas juste parlé de recherche et d'innovation, là. J'ai aussi parlé d'augmenter les salaires, tout ça. Puis, malheureusement, il y a des entreprises qui se privent. Ces mêmes entreprises-là, là, on ne sait pas trop pourquoi le gouvernement a juste calqué les critères d'admissibilité à la DPE pour aller chercher d'autres sortes de crédits d'impôt, mais ils sont privés même de d'autres sortes de crédits d'impôt dont vous faites mention présentement. Alors, est-ce que c'est dans votre intention aussi de regarder, de réviser pour donner accès à ces crédits d'impôt-là, puis qu'on arrête de focusser sur les heures salariées? Bien, je vais vous répondre globalement. La réponse, c'est que on veut et on doit rendre nos entreprises québécoises, des PME, plus compétitives au niveau de leur coût en capital pour pouvoir investir. Donc, plus c'est ça. Je pense qu'on a des bonnes mesures en place. Il faut voir l'ensemble de l'œuvre. La SQRI va être une occasion de revoir le crédit d'impôt, le taux d'impôt. Il y aura peut-être, il va y avoir, on va faire une campagne électorale bientôt. On travaille sur des éléments qui vont permettre aux entreprises d'être plus performantes. Alors, moi, je pense que je suis d'accord avec l'objectif que vous apportez. Il faut donner un incitatif aux entreprises d'investir. Pour moi, c'est ça que le cœur. Plus on investit, plus on peut payer nos employés. Alors, on est tous d'accord avec ça, comment la roue doit fonctionner. Le mécanisme pour y arriver, il y a différents mécanismes. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il ne faut pas juste regarder le fameux nombre d'heures. Il y a d'autres mécanismes qu'on peut ajuster, puis qu'on ajuste, en fait, de plus en plus. Oui, bien, c'est sûr que, par exemple, le portrait du marché du travail a beaucoup changé depuis le rapport Godbout et ce qui avait été implanté par le gouvernement libéral, qui était dans l'optique d'augmenter le nombre d'employés au sein de ces entreprises-là. Mais force est de constater qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, puis que c'est encore plus difficile, puis c'est un frein au développement, alors que c'était censé être pour inciter les entreprises à se développer davantage. Donc, je pense que là-dessus, on ne se rejoint pas du tout à l'effet que c'est une mesure qui peut être modifiée autrement puis qui aurait le même résultat. Je pense qu'il faudrait déjà s'attaquer à la surimposition de ces petites entreprises. Ça fait des années, en fait, que la région du Saguenay, Lac-Saint-Jean, entend parler d'une nouvelle usine en aluminium vert. Avec Hélicis, il y a beaucoup d'opportunités. Puis je pense que vous avez déjà un peu là, affiché vos couleurs. C'est une technologie qui est prometteuse. C'est un gros joueur du privé. Il y a des infrastructures portuaires, ferroviaires, routières qui vont pouvoir aussi être mises à profit. On est vraiment dans votre champ d'intérêt, là, avec les zones d'innovation aussi, tout ça. Donc, j'aimerais savoir, le gouvernement et Investissement Québec, jusqu'où il est prêt à aller avec cette entreprise-là? Combien, finalement, on a mis? Puis, est-ce qu'on va mettre d'autres argent? Écoutez, Hélicis, comme vous savez probablement, Hélicis, c'est une co-entreprise détenue par Alcoa et Rio Tinto, à la hauteur, je ne me trompe pas, 40-40, donc il reste 20 entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec. Donc, 10, 40, en gros, je vais me tromper un peu de pourcentage. Cette technologie-là a un centre de recherche au CEO à Arvida, où ils ont une cuve, où ils regardent comment produire de l'aluminium à travers l'anode inerte. L'anode inerte va nous permettre de ne pas émettre, comme je l'avais expliqué, du CO2, mais de l'oxygène. Donc, présentement, cette technologie-là est en voie d'être commercialisable, mais on a encore du temps. Et là, présentement, Rio Tinto a annoncé qu'ils ont pris la technologie dans 3 cuves à Arvida, à Alma plutôt. 3 cuves à Alma qu'ils vont tester. C'est sûr que Alcoa et Rio Tinto veulent être les premiers
à utiliser la technologie parce que, comme vous l'avez dit, ça va être la première fois qu'on va avoir de l'aluminium purement vert. Le problème, c'est qu'il y a un risque commercial important parce que chaque aluminerie, là, c'est à peu près 1 milliard d'investissement, soit brownfield ou greenfield, là, parce que soit on rétrofit les cuves ou on fait des nouvelles cuves, puis ils ne sont pas sûrs comment ils vont le faire. C'est 1 milliard d'investissement. Donc, c'est quand même un gros montant. Étant donné la source hydroélectrique qui est disponible. Dans le cas des Tinto, ils ont leur propre barrage, on s'appelle Dalcan. Dans le cas d'Alcoa, ils ont des tarifs spéciaux. Ce qu'ils nous demandent, fondamentalement, c'est d'avoir une continuation, d'avoir une tarification électrique qui est favorable. Ce que nous considérons dans nos plans de développement économique, parce que l'adoption d'hélicis, il y a 9 alumineries au Québec. Si on prévoyait que les 9 étaient pour être hélicis dans le temps, c'est 9 milliards d'investissements. Ça n'arrivera pas. Mais si on investit, là, c'est quoi les critères, c'est quoi les garanties locales, tout ça? Est-ce qu'on peut savoir, c'est quoi vos... Au moment présent, on ne nous demande pas de les aider pour développer hélicis parce qu'ils vont prendre l'hydroélectricité à bas coût. Donc, c'est une subvention via l'hydroélectricité. C'est ça qu'on regarde présentement. Hélicis, par contre, va faire les anodes inertes. L'anode inerte, c'est un mécanisme physique. Alors ça, ces usines-là, on aimerait en avoir 2. Une pour Alcoa, puis une pour Rio Tinto. Si Rio Tinto, ça devrait être au Saguenay, parce que c'est là qui sont les alumineries. Si Alcoa, il y a différents choix, il y en a 3. Puis est-ce qu'on peut s'attendre à des annonces là-dessus? Écoutez, j'aimerais beaucoup en faire. Okay. La compagnie, la société, Alcoa et Rio Tinto nous ont rencontrés. Le ministère de l'Économie à plusieurs reprises pour nous dire on est prêt à le faire. Êtes-vous là, l'électricité? Êtes-vous là, les anodes inertes? On dit oui, on est là, monsieur. Les 2 messieurs devant vous, là, monsieur Gignac, travaillent étroitement sur ce dossier-là depuis un bon bout de temps. Les 2 compagnies savent qu'on est disponible. Honnêtement, c'est plus à eux autres de voir s'ils sont prêts à prendre le risque. Heureusement, le niveau du PLME de l'aluminium est très haut présentement. Il semble qu'il va rester à un niveau élevé. Donc, il est possible qu'on ait des annonces, mais je ne peux pas m'engager aujourd'hui au nom des compagnies. Très bien. Je passerai le message quand même aux collègues de Jonquière aussi, qui a beaucoup suivi ça et qui continue à porter une attention. Il vous reste 3 minutes à l'échange? Oui, merci, Madame la Présidente. Donc, il y a un sujet, un dossier que j'ai suivi beaucoup aussi dans les dernières années, qui est la mine de la Corne. Depuis là, que la compagnie avait failli faire faillite là, en 2019. Et puis, j'ai questionné beaucoup aussi sur les critères qu'on menait au choix d'une compagnie australienne et qu'on avait des consortiums québécois qui étaient intéressés à reprendre à la reprise et puis qui auraient pu amener des retombées locales. Donc, moi, je suis encore très sceptique qu'on ait laissé ça aux mains d'une entreprise étrangère. Donc, peut-être me rappeler pourquoi on avait préféré une entreprise australienne. Je vais commencer, puis demander à M. Leblanc de continuer après, parce que M. Leblanc était très impliqué dans le dossier également. Effectivement, North American Lithium, détenu par des Chinois, on pense pas du mal, on l'envoie en Chine, ce qui est complètement illogique. Je ne comprends pas pourquoi on a accepté que ça se passe. Alors, on a voulu corriger ça. Erreur, je pense, stratégique importante de la part du gouvernement. Donc, ce qu'on a voulu, c'est que le spodumène, que l'extraction de lithium, soit converti au Québec. Et pour moi, c'est essentiel que tout actionnaire d'une minière québécoise dans un environnement où il y a la valeur ajoutée doit se faire au Québec. Conséquemment, quand il y a eu le processus de la LAC pour la faillite de North American Lithium, nous avions imposé cette condition-là. Il y a eu un processus, le juge a décidé, et on est content du résultat parce que autant Sayona que Piedmont, c'est la compagnie américaine, on a vu ça dans l'Event avec la participation dans Nemaska. Nous voulons des Américains, des gens qui connaissent le lithium parce que le marché géopolitiquement est très limité. Alors nous, je crois, d'où je suis assis, qu'on a une situation où on va pouvoir faire un miroir de Nemaska, où on va avoir la conversion du spodumène en hydroxyde ou carbonate, dépendant de ce qu'ils vont choisir, faite ici au Québec. Mais est-ce qu'on aura la garantie qu'il y aura une 2e, 3e transformation, ce qui était déjà offert par d'autres consortiums québécois? La question, c'est l'exécution. Il faut savoir exécuter. Piedmont fait
dans le lithium comme Livent. Alors, il faut travailler avec des gens qui connaissent Deuxième, troisième transformation, vous allez imposer le. ça. Dans le cas de Nemaska, on le contrôle. Dans le cas de Sayona, nous ne sommes pas en Donc, ils pourraient actionnaire. aller faire ça ailleurs. Il y a des pénalités s'ils ne le font pas. Guy, je vais laisser À la- M. Leblanc peut-être continuer, c'est peut-être quelque chose que j'ai oublié. On aurait souhaité aussi une solution québécoise, puis on a regardé attentivement les propositions qui nous ont été faites. Et nos critères d'investissement, puis je peux les énumérer, il était beaucoup question de ça l'année dernière, puis on a déjà envoyé cette liste, mais je vais les rappeler. Équipe de direction compétente, expérimentée et impliquée financièrement. Un plan d'affaires solide, ambitieux mais réaliste. Un potentiel de croissance, position stratégique et un impact structurant. Les soumissionnaires québécois ne répondaient pas à plusieurs de ces critères. Et c'est la simple raison pour laquelle... Je peux pas avoir une fin, une conclusion? Non, ben, Sachez qu'on ampute sur le temps du OK. député d'Enfant. Bon, mais c'est juste parce Une que parole, il y avait. allez-y. Non, mais j'avais déposé une demande de mandat d'initiative pour connaître tout le processus de sélection qui aurait pu nous permettre d'aller en profondeur avec les critères dont vous faites mention. Donc, je dois le dire au micro que je suis déçue de ne pas avoir eu mon mandat d'initiative là-dessus. Parfait.